Aujourd'hui, quand on parle de télé-réalité, tout le monde sait de quoi il s'agit. Qu'on ait regardé ou non la télé-réalité, elle fait partie du paysage médiatique actuel. Mais ce n'est qu'au début des années 2000 que la France va découvrir la télé-réalité grâce à M6 et notamment grâce au Loft en 2001. Un succès phénoménal qui va ouvrir la porte à de nombreuses autres télé-réalités. Et dans cette vidéo, j'avais envie que l'on revienne ensemble sur ces télé-réalités des années 2000 qu'on a peut-être un peu oubliées mais qui sont quand même ancrées très profond dans nos souvenirs. Des télé-réalités qui ont marqué toute une génération, une télé-réalité d'un autre temps, mais qui ont permis d'ouvrir le champ des possibles et de créer la télé-réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 et donc on débloque ensemble des souvenirs des années 2000. Et on va donc commencer cet horizon des télé-réalités oubliées ou presque avec l'année 2002. Nous sommes donc un an après le Loft Story et son immense succès. Et donc fort du succès du Loft, M6 va décider de lancer une toute nouvelle télé-réalité, un tout nouveau concept sur nos écrans. Un programme qui va mélanger flirt, compétition, soleil. Et c'est donc cette année que va naître sous nos yeux Opération Séduction aux Caraïbes, un nom qui sent bon la crème solaire et les dramas sous les tropiques. Opération Séduction a été diffusée entre 2002 et 2004 avec pas moins de 3 saisons. Dans la première saison, direction donc les Caraïbes. 4 jeunes femmes sont chargées d'élire l'homme idéal parmi une quinzaine de candidats. D'ailleurs, parmi ces jeunes femmes, il doit y avoir un visage qui vous est peut-être familier puisque c'est celui d'Ariane Brodier. C'est ici qu'elle a fait ses débuts à la télévision. Chaque semaine, les téléspectateurs se retrouvent devant ce cocktail parfait et encore nouveau à cette époque-là, mais un cocktail qui va être repris dans toutes les télé-réalités d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas vraiment les codes, c'était clairement naturel, spontané, c'était vraiment tout nouveau. Et le grand gagnant de cette première saison, c'est Thomas Mej, qui fera parler de lui quelques mois plus tard, mais dans un tout autre registre, la musique. Je vous mets un extrait pour votre plus grand bonheur. Pour la saison 2, on reprend le même concept, mais on inverse. On est donc en 2003 et ce sont donc 4 garçons qui doivent désigner la séductrice de l'été parmi une douzaine de prétendants. Toujours sur un bateau, toujours dans les Caraïbes, mais le concept étant déjà connu, le ton est un peu plus compétitif et les codes un peu plus ancrés. Pour la saison 3, M6, ils se disent YOLO, on tente le tout pour le tout, on part sur toute autre chose. Et nous avons donc Opération Séduction, les parents s'en mêlent. 7 filles, 7 garçons entre 18 et 21 ans pensent être observés par un panel anonyme de téléspectateurs, mais que nenni. Ce sont leurs parents qui sont installés tranquillou à Tahiti, qui les observent. Ils vont détailler leurs moindres faits et gestes et c'est eux qui vont nommer les candidats. En gros, imaginez-vous en train d'être observé par vos parents en pleine séduction. Voilà. Opération des séductions, c'est un peu ce programme dont personne ne se souvient vraiment, mais lorsqu'on en parle, on se dit « Ah, mais oui !» Et finalement, c'est un peu le programme qui a ouvert la voie à la télé-réalité de dating, de tentation. Vous savez, ces programmes qu'on adore critiquer, mais qu'on aime bien regarder un petit peu quand même. Nous voilà maintenant en 2003, mais cette fois-ci, on part côté TF1 qui, à son tour, se lance dans la télé-réalité façon Loft Story. Mais la chaîne va lancer une émission avec un concept un peu original, une émission européenne, Nice People. Cette émission, elle va être présentée par Flavie Flament en quotidienne, mais également en prime, accompagnée d'Arthur. 12 jeunes anonymes venus de différents pays européens vont cohabiter dans une villa luxueuse à Nice. Mais le côté bisounours, ça marche 5 minutes sur le papier. Nice People, ça reste une télé-réalité avec ses affinités, ses clashs, ses rivalités. Vous savez, le cocktail parfait dont on parlait tout à l'heure. Tout comme dans le Loft, les candidats sont filmés 24 heures sur 24 et le public élimine progressivement les participants. Mais Nice People, il va ajouter un petit plus qui va permettre d'attirer un peu plus les téléspectateurs. Chaque semaine, une ou deux célébrités viennent passer
quelques jours avec les candidats. On a eu notamment Jean-Pascal de la Star Academy ou encore Doc Gynéco. C'est un concept qui est totalement inédit de faire rentrer des célébrités dans un programme de télé-réalité, ce qui va permettre justement d'attirer de nouveaux téléspectateurs, un nouveau public et un panel beaucoup plus large. Et du coup, à l'époque, Nice People, ça fait un carton. Diffusée en quotidienne chaque soir, elle rassemble en moyenne 3,2 millions de téléspectateurs. Mais malgré ce succès, l'émission, elle va pas rempiler sur une seconde saison. Il n'y aura qu'une seule saison de Nice People, mais une saison qui a vraiment été marquante et un concept marquant. Danny Boone, Gad Elmaleh, Franck Dubosc et Elise Moon vont en faire des sketchs parodiques sur les castings du programme et c'est hilarant. Et quand les humoristes s'emparent de quelque chose, c'est que ça a vraiment marqué les esprits. Et cette seule et unique saison, elle va être remportée par la candidate italienne Serena Rinaldi qui va récolter 78% des votes lors de la grande finale. Et Serena, elle va par la suite poursuivre une carrière d'actrice. On la retrouvera notamment en 2012 dans le rôle principal dans la série Interpol sur TF1. Preuve que la télé-réalité peut parfois être un vrai tremplin vers d'autres carrières. Nous sommes toujours en 2003 et nous voilà de retour sur M6. La télé-réalité 100% dating débarque sur nos petits écrans en France, mais exit les torse nus, les bikinis, les Caraïbes, la plage et le soleil et laissons place aux coupes de champagne et aux costards sur mesure. Bachelor, le gentleman célibataire, fait son entrée sur la chaîne, présenté par un tout nouveau visage de la chaîne, Stéphane Rothenberg. Adapté du format américain The Bachelor, le concept de l'émission est assez simple. Comme toutes les téléréalités, me direz-vous. Un jeune homme souvent présenté comme un entrepreneur à succès, un gentleman, un vrai, qui est à la recherche de la femme de sa vie. Un décor de rêve, une villa luxueuse, 20 candidates et surtout la fameuse cérémonie des roses, un rituel qui va devenir culte des années après. Une mécanique qui est assez simple mais redoutable pour créer le suspense tout au long de l'émission et donc accrocher le téléspectateur. La première saison, elle est diffusée de mai à juin 2003 et notre bachelor Olivier devient alors le tout premier homme à la rose de France. Il choisit comme femme de sa vie Alexandra avec qui il semble former le couple parfait. Après l'émission, ils publient même ensemble un livre, Au-delà des contes de fées. Mais comme beaucoup d'histoires qui sont nées sous les caméras, leur histoire ne va pas survivre très longtemps après l'émission. Les deux se séparent peu après et retournent complètement à l'anonymat. Mais c'est 15 ans plus tard que l'on va retrouver Olivier dans l'émission présentée par Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui et on y découvre un homme heureux, installé en région parisienne, avec sa femme, ses 2 enfants, toujours à la tête d'une entreprise à succès. Tout ceci loin des caméras, autant dire qu'il n'a pas vraiment perdu son statut de gentleman entrepreneur. En 2004, fort de son succès, M6 signe pour une 2e saison avec Steven et puis la dernière en 2005 avec Karl. L'émission s'arrête mais elle va renaître en 2013 sur NT1 et reviendra pour une dernière fois en 2016. Mais malgré les tentatives, rechanger un petit peu les concepts avec notamment un bachelor spécial senior, la magie de la première génération ne va pas vraiment opérer. En revanche, le concept, lui, il reste culte et gravé dans la mémoire collective. Preuve en est puisqu'il va être parodié en 2020 avec brio dans La Flamme sur Canal+, la série de Jonathan Cohen. La villa, les roses, les candidates caricaturées et le bachelor qui est vraiment à l'extrême, tout y est. Preuve que le programme a marqué vraiment toute une génération. Elle m'accepte comme je suis. Après, moi, je suis pas obligé de l'accepter comme elle est, du fait qu'il faut qu'elle me plaise. Donc si ce qu'elle est ne me plaît pas, alors il faut qu'elle change qui elle est pour me plaire. Mais ça, c'est normal. Enfin, c'est la vie. Je choque personne en disant ça. Allez. Alors là, on va toucher à un monument de la télé-réalité complètement what the fuck. Nous sommes toujours en 2003, vraiment, mais quelle année cette année 2003 ? Et TF1 décide de frapper un grand coup en important un format américain qui va casser tous les codes, Greg le millionnaire. Et on va clairement mordre à l'hameçon, benets que nous sommes. Diffusée de juin à juillet 2003, l'émission, elle repose sur une idée assez simple, mais complètement, comment dire ? J'ai pas vraiment les mots. Notre cher Greg est présenté comme riche, séduisant et propriétaire d'une fortune colossale. Jusque-là, rien de trop inquiétant. Durant l'émission, il va courtiser 20 prétendantes installées dans une villa de luxe à Ibiza. Là encore, tout va bien, rien de nouveau à l'horizon. Mais voilà, Greg n'est pas du tout millionnaire. Quoi ?
Et oui, Greg n'est qu'une belle imposture. Le cœur du programme repose donc sur une question. Les femmes tombent-elles amoureuses de l'homme ou de l'argent? Tout repose sur ça. Après l'émission, Grégory Bassot tente plusieurs reconversions avec plus ou moins de succès. Il publie un livre, Ma véritable histoire, où il révèle notamment son passé judiciaire pas très glorieux. Ensuite, il se lance dans le théâtre ou encore dans la musique avec notamment Bailalo. Et là, je vous débloque un souvenir, agréable ou désagréable, ce sera à vous d'en juger. Mais contrairement à certains candidats de son époque, Greg Bassot n'a jamais vraiment quitté le petit écran. Et on va le retrouver régulièrement dans d'autres émissions de télé-réalité comme La Ferme Célébrité, La Maison du Bluff ou encore Les Vacances des Anges. De quoi faire plaisir à la génération des années 2000. Greg, il devient donc une figure récurrente de la télé-réalité. Il est un petit peu notre petite Madeleine de Proust. Vous savez, ce vieux tonton qu'on est content de revoir un petit peu de temps en temps aux fêtes de famille. Mais l'émission, elle va révéler un autre personnage haut en couleur, celui de Marjolaine. Elle aussi est devenue une candidate culte et son personnage avait clairement marqué le public. C'est d'ailleurs pourquoi, un an après Greg le millionnaire, TF1 décide de lui proposer sa propre émission Marjolaine et les millionnaires. Mais cette fois-ci, ce sont 15 faux millionnaires qui viennent se présenter à Marjolaine. Vraiment, on n'arrête pas le progrès. Et quand je vous dis que c'est un petit peu notre petite Madeleine de Proust, on a retrouvé dernièrement ces deux-là ensemble dans une aventure, les apprentis aventuriers, pour le plus grand bonheur de la génération 2000. Bref, Greg le millionnaire n'a eu qu'une seule émission, mais a vraiment marqué notre génération. On va changer totalement de registre. On laisse tomber les roses, les costards, le champagne, le luxe. Et cette fois-ci, on retourne dans la vraie vie. Ou presque. En avril 2004, TF1 va nous proposer un tout nouveau concept, la ferme célébrité. Une quinzaine de célébrités s'installent dans une ferme située à Visan, dans le Vaucluse, et pendant 10 semaines, ces acteurs, chanteurs, footballeurs ou encore anciennes Miss vivent coupés du monde extérieur. Mais est-ce qu'ils vont se la couler douce ? Non, non, non. Leur quotidien devient celui d'un véritable fermier. S'occuper des animaux, traire les vaches, nourrir les volailles, réparer les installations. Et tout cela sous le regard des caméras et des téléspectateurs. À la clé, une belle somme d'argent pour l'association de leur choix. Et dans cette émission, le public, il va jouer un rôle fondamental. Chaque semaine, les candidats élisent parmi eux ceux qui seront nommés. Ensuite, ce sont aux téléspectateurs de voter et de sauver leur candidat préféré. Un peu à la manière de la Star Academy. La personne sauvée devient alors le fermier en chef et ne pourra pas être éliminé la semaine suivante. D'ailleurs, en parlant de candidats, côté casting, on est servi. La première saison de 2004 rassemble des personnalités variées. On a Evangélie, chanteuse qui a marqué les années 2000, Élodie Gossuin, ancienne Miss France, Vincent McDoom, Daniel Gilbert et bien d'autres. Mais c'est l'ancien gardien de but Pascal Olmeta qui va remporter cette première saison et qui va marquer cette édition de son charisme et de son sérieux face aux défis du quotidien. Attention les enfants, papa va sévir. Mais je t'emmerde. Ça c'est fait. Ça d'accord. Chaque jour que Dieu fait, tu me casses les bonbons. Arrête. Ok. Merci. Vincent, arrêtez, oh. Tranquille. Tu laisses ma mère où elle est, d'accord? Et quand le chef a parlé, le silence est demandé. La saison suivante, en 2005, on retrouve de nouveaux visages, comme celui de Daniel Ducré, Nathalie Marquet ou encore Plastique Bertrand. Et cette saison, elle va être remportée par Jordi, l'ex-chanteur enfant star des années 90. Après 5 ans d'absence, l'émission elle fait son grand retour en 2010 sous le nom La Ferme Célébrité en Afrique. Les animateurs eux aussi changent et on a Benjamin Castaldi qui prend les rênes des quotidiennes, tandis que Jean-Pierre Foucault est présent lors des émissions hebdomadaires. Les candidats, quant à eux, c'est un mélange un petit peu de personnalités de tout horizon. On a David Charvet, Greg Bassot, Surya Bonali, Francky Vincent ou encore Miss Dominique. Et cette saison, elle se conclut avec la victoire de Michael Vendetta qui profite pleinement de son buzz et de son personnage haut en couleur pour remporter cette saison. Mon but à moi, c'est de gagner, c'est tout. Et peu importe que la douche soit cassée ou qu'il y ait de l'eau froide, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un guerrier, j'ai peur de rien. La Ferme Célébrité, elle va vraiment remporter un franc succès. Et elle reste un programme emblématique du paysage de la télé-réalité. Elle a su combiner célébrité, défis physiques, enjeux caritatifs, avec des moments mémorables qui ont marqué le public pendant des années. C'est donc un programme qui a laissé une trace indélébile, que ce soit positif ou négatif, on se souvient encore aujourd'hui
de cette émission. Nous voilà maintenant en 2005. Et après avoir vu des célébrités se confronter aux contraintes d'une ferme, TF1 décide de lancer un nouveau concept, Première compagnie. Ici, les candidats vont être confrontés à la rigueur militaire, à l'endurance physique et à l'autorité des instructeurs, le tout pour la bonne cause. Puisque, comme dans la ferme célébrité, chaque candidat participe pour une association. L'objectif est de rester le plus longtemps possible en prouvant sa résistance aux conditions difficiles. Mais cette fois, les défis ne se limitent pas qu'à des tâches symboliques. Ils mettent réellement leur corps et leur esprit à rude épreuve. Ils doivent suivre un programme militaire très codifié, avec des contraintes physiques qui sont essentiel. Le public, là aussi, il garde un rôle essentiel dans le programme. Même si le candidat survit aux épreuves, c'est le téléspectateur qui décide de qui reste et qui s'en va. L'émission, elle est présentée par Laurence Boccolini pour le prime time et par Bruno Robles pour les quotidiennes. Côté casting, c'est un mélange de personnalités issues de plusieurs horizons, artistiques, sportifs, télé. On y retrouve notamment Nathalie Simon, animatrice sportive et journaliste, qui devient d'ailleurs la grande gagnante. Mais on a aussi Hélène Rollès, star de la série Hélène et les garçons, Vincent Moscato, rugbyman et animateur, ou encore Franck Delay, ancien membre des To Be Free. Et cette diversité, elle va créer un contraste qui est intéressant. Certains candidats sont naturellement à l'aise, quand d'autres galèrent un peu plus. Et à côté, on a les personnalités qui sont beaucoup plus fortes mentalement, qui vont réussir à s'en sortir un petit peu de cette façon finalement. Et ça permet de voir d'autres facettes de la personnalité de ces célébrités. Mais au fur et à mesure de l'émission et des semaines, l'audience, elle va s'affaiblir et donc Première compagnie n'aura pas de seconde saison. Du coup, TF1 décide de ne pas s'arrêter là. On a fait la ferme, on a fait le camp militaire. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la jungle. En 2006, TF1 sort donc « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Présentée par Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes, elle est diffusée à partir d'avril 2006. Et le programme y combine quotidienne et prime time. Le concept de l'émission est de placer des célébrités dans des conditions très précaires, de les confronter à des épreuves quotidiennes et les faire évoluer dans un environnement hostile, tout en soutenant une association caritative. Au final, on reprend le concept de toutes les émissions précédentes, on change juste de lieu. Et la vie dans la jungle, elle est loin d'être confortable. En gros, c'est Koh-Lanta avec des stars. Côté casting, on va avoir par exemple Richard Virenque, cycliste et figure populaire, Philippe Nicolic, ancien membre des To Be Free et acteur, Loana, que l'on ne présente plus. La première saison, elle est remportée par Richard Virenque. Mais il faudra attendre 2019 pour découvrir une seconde saison qui, elle, sera remportée par Gérard Vives. Cette émission prouve qu'on peut capter le public autrement qu'avec de la séduction ou des villas de luxe, mais aussi en plaçant des célébrités face à leurs limites, loin de leur quotidien confortable et en les observant dans leurs moments les plus vrais et les plus inattendus. On va rester dans le côté immersion, mais cette fois-ci on change complètement de registre. On va chez M6, on est en 2004 et il propose une toute nouvelle émission de télé-réalité, le Pensionnat de Chavagne. Vous l'avez oublié celle-là, hein. Ici, on parle pas de séduction, de stratégie, de notoriété. Non, non, non. L'objectif, il est simple, replonger des adolescents modernes dans le passé et pas n'importe lequel, celui des années 50. Et clairement, l'écart générationnel, il est écrasant. Lit parfaitement fait au carré, uniforme obligatoire et la fameuse cuillerée d'huile de foie de morue chaque matin. Ce rituel culinaire impopulaire devient vraiment culte. C'est un véritable symbole choc des époques et qui a souvent été repris par les médias pour illustrer le concept. 7h30, c'est l'heure du petit déjeuner. Un rituel bien particulier attend les élèves au réfectoire. Chaque matin, ils devront avaler une excellente cuillère d'huile de foie de morue. Dans les années 50, elle était censée protéger les élèves de la tuberculose et être excellente pour la croissance. Allez-y, d'un seul coup. Voilà. Et l'émission, elle ne se limite pas qu'aux règles de l'époque. Les adolescents doivent suivre un véritable programme scolaire, travailler dur, se comporter de manière exemplaire. Et à la fin de la semaine, les performances sont évaluées lors de cérémonies hebdomadaires. Durant ces cérémonies, le pensionnat dévoile le tableau d'honneur et attribue le bonnet d'âne aux moins bons élèves. Et ces moments sont clairement l'occasion de créer des tensions, des rivalités et parfois de véritables drames, puisque dans cette émission, l'indiscipline n'est absolument pas
toléré. Et c'est Kevin qui va en faire les frais puisque durant l'émission, il va clairement se heurter au cadre strict et il va finir par être exclu du programme avant la fin. Le succès de l'émission est suffisant pour inspirer M6 à poursuivre le concept. L'année suivante, la chaîne programme donc le pensionnat de Sarlat, une nouvelle édition se déroulant cette fois-ci dans les années 60. Et le concept, il va également être revisité en 2013 avec la série Retour au pensionnat à la campagne, preuve que le format a marqué les esprits et que ce petit retour en arrière a fait du bien. Le pensionnat de Chavannes, il est ainsi devenu vraiment un symbole de télé-réalité éducative, là où on ne cherche plus forcément le scandale, le conflit, mais on propose vraiment un voyage dans le temps et une immersion totale. La combinaison de l'exigence scolaire, du choc générationnel et des moments de tension ou de réussite a rendu le programme unique et mémorable. Et pour terminer, on va revenir sur une émission où avec le recul, c'était un petit peu limite quand même. Nous sommes en 2005 et TF1 décide de mélanger télé-réalité et comédie. Après nous avoir proposé Le Faux Millionnaire, voici Le Faux Fiancé, Mon incroyable fiancé. Ici, le principe, il est à la fois simple et grotesque, c'est-à-dire qu'on va proposer 100 000 € à deux candidats s'ils parviennent à faire accepter leur mariage à leurs familles respectives. Sauf qu'il y a un twist. Et on aime bien les twists et les petites supercheries quand même. L'un des fiancés n'existe pas vraiment. Il s'agit d'un comédien volontairement grotesque, excentrique et chargé de rendre la situation la plus improbable possible. La première édition est donc programmée durant l'été 2005. Elle est présentée par Delphine de Turckheim. Le tournage a lieu à Cannes, dans une villa luxueuse, parfait pour un décor de mariage improbable. La candidate principale, Adeline, elle a 24 ans, elle sait qu'il s'agit d'un jeu, mais elle ignore tout de la supercherie concernant son fiancé, Laurent Fortin, joué par Laurent Ournac. Sa famille, elle croit que tout est réel, et elle découvre avec frayeur que leur fille est fiancée puis mariée. L'autre famille, celle de Laurent, est composée de comédiens tous plus excentriques les uns que les autres, avec leur propre univers complètement décalé. Laurent Ournac, qui joue donc le faux fiancé, il est grossier, maladroit, extraverti, et il va se livrer durant l'émission à toutes sortes d'excentricités, toutes plus improbables les unes que les autres. Chaque scène est pensée pour choquer, surprendre ou faire rire, tout en gardant l'illusion d'un vrai mariage. Les caméras, elles suivent les réactions d'Adeline, de sa famille, de la famille Fortin, ce qui va créer des moments de tension, d'incrédulité et surtout de comédie. Vraiment, on marche sur la tête. Et le programme, il ne va pas passer inaperçu. La première saison, elle va largement être critiquée par les médias. Des sociologues notent également un entretien ambigu de l'apparence physique. Le surpoids de Laurent est volontairement exagéré pour créer tout un personnage et pour renforcer surtout certains clichés qui sont dus au corps et les comportements. Mais malgré les critiques, le public il va totalement être embarqué par cette émission. Et surtout, tout le monde attend la fin, le faux mariage. La révélation que Laurent n'était en fait qu'un simple personnage créé de toutes pièces et que tout était une mise en scène génère des records d'audience en seconde partie de soirée et reste à ce jour la scène culte de l'émission. Ce dénouement mélange hilarité, soulagement et émotion pour les spectateurs, tout en confirmant l'ingéniosité du format, même si c'était clairement border avec du recul. Je ne suis pas celui que tu crois. C'est-à-dire ? Je ne mange pas comme un porc. Je ne bois quasiment pas d'alcool. Jusqu'à l'autre jour, j'avais mangé une fois de la langue de bœuf, mais jamais avec des pâtes à tout. Adeline, je ne m'appelle pas Laurent Fortin, mais je m'appelle Laurent Ournac et je suis comédien. D'accord. Ces gens-là ne sont pas de ma famille. Pour nous, le but de l'émission, c'était de créer un couple improbable. Je crois qu'à ce niveau-là, ça a plutôt bien marché. Après le tournage, Adeline, qui se fait désormais appeler Angelina de son deuxième prénom, s'est totalement éloignée des caméras et a ouvert un cabinet de soins
énergétique à Dijon en 2018. Quant à Laurent Ournac, cette télé-réalité devient le tremplin d'une carrière durable. Il rejoint la série Camping Paradis en 2006, où il incarne Tom Delorme. Il participe à la saison 4 de Danse avec les stars en 2013, puis il en devient le présentateur aux côtés de Sandrine Quétier durant 2 saisons. Et puis surtout, son personnage dans Mon incroyable fiancé reste mémorable. Un personnage exubérant, comique, qui montre clairement le talent de Laurent Ournac et qui prouve une fois de plus que la télé-réalité peut parfois être un vrai tremplin. Les années 2000 ont donc été marquées par la naissance de la télé-réalité avec ses premiers essais un peu fous jusqu'au format le plus abouti. Quand on regarde tout ça avec un peu de recul, on se rend compte à quel point ces émissions racontent quelque chose. Pas seulement sur la télévision, mais aussi sur nous, sur la société, sur ce qu'on aimait voir, ce côté un peu voyeuriste, et sur ce qu'on était curieux de découvrir à l'époque. La télé-réalité des années 2000, c'était clairement un laboratoire d'expérimentation. Et qu'on aime ou qu'on déteste, il y a une chose que l'on ne peut pas nier, ces émissions ont profondément façonné la culture télévisuelle française. Et aujourd'hui, on en ressent encore l'héritage. Si cette vidéo vous a rappelé des souvenirs, des moments iconiques à une époque où la télé-réalité était encore naïve et spontanée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner pour continuer d'ouvrir ensemble nos tiroirs à souvenirs des années 2000. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, vous, la télé-réalité un peu oubliée et qui vous a profondément marqué. Et moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle plongée dans nos souvenirs de la pop culture et des médias des années 2000. Ciao!